Bonjour, aujourd'hui on parle de surveillance. Surveillance en termes de sa capacité de prévention. Et aussi on va se demander est-ce que la prévention c'est obligé de passer par la surveillance. On va se demander aussi est-ce que la surveillance est toujours efficace. Est-ce que des fois il y a des conditions qui doivent être rencontrées. On va essayer de parler de surveillance au sens large. On va faire certaines distinctions. Là, c'est sûr que les surveillances informatiques, surveillance visuelle, c'est pas la même chose. Là, ça ne se déploie pas de la même manière, ça n'a pas les mêmes effets non plus. Donc, on va se pencher là-dessus. Ce sur quoi on ne se penche pas, par contre, c'est le comment faire. Hein? Ce ne sera pas un cours pratique, c'est un cours de théorie au sens où on va se poser des questions sur comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi des fois ça marche pas comme on s'y attend. Donc ça, c'est ce que j'appelle la théorie. Là. C'est la théorie au sens le plus proche du plancher des vaches possible, mais c'est des questions dont on ne peut pas faire l'économie là, si on veut étudier les notions de prévention, et en particulier pour les criminologues, la prévention en termes de la sécurité. Est-ce qu'on est capable de prévoir de la sécurité? Donc, venez me voir, on va aller checker ça. Bon, OK. Bonjour, on s'installe. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous mettre le plan. Grosso modo, on a plusieurs affaires qui nous intéressent aujourd'hui. On va passer par les concepts, les choses ordinaires qu'on fait d'habitude, se poser des questions sur les définitions, qu'est-ce qui a rapport avec quoi, etc. Ensuite, on va parler un peu de contexte. C'est quoi le background de tout ça? Qu'est-ce qui se passe historiquement, démographiquement, sociologiquement, etc. Après ça, on va parler de type de surveillance. Après ça, on va parler de paradigme. Ok, c'est un grand mot. Vous allez voir de quoi il s'agit plus tard. Faut pas s'énerver. C'est quand même relativement simple. Surtout, on va essayer de voir ce que ça veut dire pour la criminologie quand on arrive dans un monde de surveillance. Après ça, on va parler d'objectifs et de résultats. Ça donne quoi tout ça? Donc, allons-y. Intro et concept. Donc, première chose à voir, c'est le fameux contrôle social. Je suis absolument certain que tout le monde sait exactement de quoi il s'agit, mais juste au cas qu'il y en aura un qui aurait manqué son cours, grosso modo, le contrôle social, on va juste juste faire une petite distinction très très rapide qui va revenir plus tard. Contrôle social, c'est quoi? C'est la normalisation, c'est la régulation des individus puis des groupes dans la société. Mais l'important, c'est que ça se passe à deux niveaux, hein, au niveau primaire puis au niveau secondaire. Bon, au niveau primaire, c'est ce qui se passe, on appelle ça aussi informel, donc ce qui se passe dans la famille, dans le cercle d'amis, parmi les pairs, etc. Bon, ça c'est quand même assez simple. Petit gars avec la main dans les biscuits. Bon, le secondaire, bon, j'ai mis au maximum, mais secondaire, c'est pas toujours avec des grenades lacrymogènes, là. Mais le secondaire, c'est ce qui est institutionnalisé. Donc, les lois, bien sûr, font partie de ce système-là, mais toutes les institutions qui vont avec, de la part de la police jusqu'à l'incarcération, la liberté conditionnelle. Mais après ça, il y a comme, faut penser qu'il y a comme une parenthèse peut-être entre les deux, ou peut-être un arc-en-ciel entre les deux, de choses semi-officielles. C'est pas vraiment du contrôle au sens où il y a des institutions de contrôle qui sont impliquées, mais c'est pas non plus hyper informel. Par exemple, ce qui se passe dans l'école. Okay? Dans les écoles, dans les institutions où on travaille, c'est pas formel, mais on s'occupe de votre comportement, on essaie de contrôler votre comportement, on essaie de vous faire rentrer dans un certain cadre qui permet aux activités qui se tiennent à ces endroits-là d'avoir lieu de façon normale, efficace, etc., etc. Là, c'est pas vraiment primaire, c'est pas vraiment secondaire non plus, c'est pas vraiment tout à fait formel, mais c'est pas informel non plus, donc c'est quelque part un peu entre les deux. L'important, c'est que on va voir à travers, c'est de penser que les technologies de prévention dont on va parler, ou de surveillance dont on va parler, s'appliquent à un niveau comme à l'autre, ou, bon, pas toutes, mais enfin, la manière qu'on va les implanter à tel ou tel endroit, ils vont servir des objectifs différents parce qu'ils ne sont pas dans le même milieu. Deuxième chose, surveillance. OK, la surveillance, c'est quoi? La surveillance, c'est pas super compliqué en soi. C'est la collecte d'analyse d'informations. C'est sûr, ça peut être de l'information visuelle, auditive, ça peut être des écrits, ça peut être des rapports, bon, etc. Ça, c'est quand même relativement simple. J'aimerais ça réduire un peu, par exemple, parce qu'on peut bien surveiller
Les étoiles, hein, bon, c'est le mot surveiller dans le dictionnaire, c'est quand même assez large, là, mais on va réduire ça un petit peu pour notre application. On va dire que c'est la surveillance d'objets sociaux, donc des choses qui se déploient dans le social. Ça peut être des objets, par exemple. Hein, un objet, autrement dit, c'est pas juste des personnes, mais ça peut être un objet avec lequel les personnes vont interagir, qui devient un objet social à ce moment-là. Et deuxième chose super importante, c'est les fins d'intervention. C'est pas par pure curiosité. Pure curiosité, par exemple, un scientifique pourrait prendre des notes puis surveiller, ouais, au sens du dictionnaire, une chose ou une autre, mais c'est pas une fin d'intervention, c'est une fin de faire son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat. Qu'est-ce qu'on surveille? Ben, il y a plusieurs sortes de cibles, comme des personnes. Bien sûr, on peut avoir une liste de personnes à surveiller, penser à la filature, etc., mais aussi à toutes les choses qu'on peut faire à travers Internet. On peut surveiller des informations aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que seulement ceux qui ont le droit d'utiliser ces informations-là les utilisent dans le cadre qui leur est permis. On peut surveiller des sites aussi, donc des endroits. Ces endroits, ça peut être des installations industrielles ou éducatives, bon, etc. Ça peut être des data centers. Là. On est dans une société de plus en plus numérique, de plus en plus de ce qu'on fait. On va revenir là-dessus constamment parce que ça donne lieu à une surveillance beaucoup, beaucoup meilleure qu'avant. Parce que tout ce que vous laissez comme trace en arrière, ben, ça peut tout être ramassé, puis réévalué, réétudié dans le temps, à peu près à n'importe quelle époque. Et bien sûr, on peut surveiller des populations entières. On peut décider d'avoir des énormes filets de pêche qui ramassent toutes sortes de comportements et où personne qui sert à ramasser l'information sur ces personnes-là. Évidemment, là, on parle de toute une population, mais ça peut être des sous-groupes aussi. C'est sûr qu'on peut dire, ben là, on va surveiller juste ce genre de groupe-là. Bon, si c'est un groupe duquel on est responsable, ça peut bien aller, mais ça donne aussi à du profilage. Donc, quel groupe mérite notre surveillance plus que tel autre groupe? Là, là on rentre dans un autre monde. On ne passera pas de commentaires là-dessus maintenant parce que ça dépasse grossièrement le cadre de cette présentation-ci, mais il faut garder ça à l'œil définitivement. Et plus, intervention. Oui, on va avoir une intervention au bout. S'il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas nécessairement d'intervention, mais il y a le but éventuel d'intervenir. Pas l'intervention, pas toujours dans la minute qui suit, là. Ça peut être plusieurs années après, mais on garde ça en stock en se disant peut-être ça va servir un jour pour pouvoir aller changer la réalité à l'aide de cette information-là. S'il n'y a aucune chance que ça arrive, je ne mettrai pas ça dans la surveillance pas en tout cas la surveillance qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'intervention, c'est sur quoi? C'est sur l'architecture. Donc, c'est plusieurs personnes qui appellent ça l'architecture. L'architecture, ça faisait l'environnement. On veut changer l'environnement afin de, dans ce qui nous intéresse, faire de la prévention. Comme par exemple, l'exemple le plus super évident, c'est Crime Prevention through Environmental Design, donc la prévention du crime via l'architecture, donc la façon dont l'environnement est construit, pas l'environnement sauvage, bien sûr, l'environnement construit, bon, surtout urbain, parce que c'est vraiment dans les zones urbaines qu'on se pose le plus de questions de criminalité, de toute façon. Est-ce que les parcs sont bien conçus? Est-ce que les bâtisses sont bien conçues? Est-ce que l'environnement est propice à la criminalité? Ce qu'on veut pas. Donc, il y a plein d'endroits d'où se cacher, il manque de lumière, etc., etc. Ou est-ce que l'environnement, au contraire, a été pas mal conçu en fonction de la sécurité des gens qui sont dans cet environnement-là? Donc, on leur a on a augmenté leur visibilité, on a baissé les endroits où ils doivent évoluer tout seuls, etc., etc. Et bref, ça c'est le fameux livre d'Oscar Newman qui a parti cette idée-là, ce nouveau concept-là, de transformer l'espace pour transformer la criminalité. Mais ça, c'est une façon de prévenir à travers, en rendant certaines choses impossibles. Donc, s'il y a
s'il n'y a pas de bosquet, s'il y a beaucoup d'éclairage, puis il n'y a pas de mur, enfin, il n'y a pas d'endroit où se dissimuler, ben, il devient impossible de se dissimuler. C'est pas juste de la dissuasion, là. C'est pas juste aux gens, c'est pas, on dissuade pas, on décourage pas les criminels de commettre un crime, on rend le crime qui se proposait impossible. Tu pourras pas te cacher. Peut-être que tu vas commettre un autre crime. Tu n'es pas nécessairement dissuadé. Tu retournes pas aux études pour changer de carrière. Mais tu es probablement dissuadé de faire l'acte que tu voulais faire, non pas parce qu'on t'a fait peur avec une peine quelconque ou quelque chose du genre, mais vraiment parce que le crime que tu te proposais de faire est maintenant impossible. Lawrence Lessig a fait plusieurs présentations sur Internet. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Et il y a évidemment son livre Code et Code 2.0, c'est un peu la suite. Et pour lui, il parle de ce qui l'intéresse le plus, c'est évidemment les applications, les programmes, et aussi les fichiers qui sont échangés, modifiés, traités, achetés, vendus, etc., à l'aide de ces applications-là. Eh bien, bon, par exemple, tous les fichiers, en particulier tous les fichiers sur lesquels il y a un droit d'auteur. Il dit, on peut changer le code à ce moment-là. Le code devient de la loi, parce que quand tu changes le code, tu transformes l'ordinateur, tu transformes l'application. Et les ordinateurs ont été beaucoup transformés depuis les 20 dernières années. C'est de plus en plus difficile, par exemple, de s'attaquer aux droits d'auteur. Ça reste encore faisable, mais c'est beaucoup plus difficile que ça l'était avant. On change le code, on rend des choses impossibles. Bon, vraiment rien d'impossible, vous êtes un hacker, là. Vous êtes capable d'aller triturer, puis vous êtes capable d'aller à des endroits chercher des programmes que personne connaît, qui vont vous permettre de faire les choses que normalement Microsoft ou Apple ou peu importe lequel de leurs partenaires aimerait mieux que vous fassiez, bien sûr. Mais pour le citoyen ordinaire, utilisateur lambda d'ordinateur, là, ça c'est comme vous, c'est un autre monde complètement. Donc c'est à toute fin pratique, impossible pour eux de dépasser ce qui est permis. Une des choses qui nous intéresse le plus en termes de surveillance, évidemment, puis dans cette notion-là de code, là, ben, c'est tous les bidules, les gadgets intelligents. Comme les télés intelligentes. Là, on voit ici un menu d'une télé intelligente. Bon, peu importe, ça peut être la télé qui est intelligente, vous avez peut-être brancher un Roku dedans, ou je sais pas quoi. Mais l'important, c'est que cette télé-là intelligente, rend certaines choses possibles et d'autres carrément impossibles, même impensables. Elles sont même pas offertes. Donc, vous pouvez même pas imaginer que vous pourriez peut-être faire autre chose parce que ça existe pas dans cette télé-là. Par contre, on va vous offrir tout un paquet de contenu donc, on vous met dans une chasse gardée, on construit des murs autour de vous. Ça, c'est l'architecture, mais l'architecture numérique, donc le code, qui a été transformé pour... en fait, on n'aura pas besoin de vous dissuader de vous attaquer au copyright parce que vous êtes incapable à travers cette machine-là. Et ensuite, vous avez, il y a eu des gens qui pensaient que peut-être ça deviendrait vraiment une grosse mode, mais pour le moment, pas tant. Pokémon Go, qui était un exemple, là, évidemment, de chasse gardée, non pas seulement de ce qui est possible de faire numériquement, mais qui vous amène sur le terrain réel, puis qui vous donne des possibilités et des non-possibilités dans la réalité. Donc, vous êtes dirigé par Pokémon Go. Vous êtes encouragé à aller à certains endroits et découragé d'aller à certains autres endroits à travers Pokémon Go. On pensait, moi je pense que j'étais là-dedans, là, mais souvent je me questionne, mais on pensait que ça deviendrait quand même une assez bonne grosse mode où il y aurait de plus en plus d'applications de ce genre-là. Mais non, ce qu'on a en place, c'est 1 million de nuances de Candy Crush Saga, donc pour le moment, ça va. Mais en fait, pour les applications de ce genre-là, où il y avait une interface avec la réalité, là, on dit, non, c'est sûr qu'on surveille les gens. Vous pouvez vous imaginer qu'on sait exactement ce que vous faites à quel moment, puis avec qui vous interagissez. Mais on peut aussi vous diriger non seulement dans l'espace virtuel, mais aussi dans l'espace réel.
Autre sorte d'intervention, bien sûr, à part sur l'architecture ou le code, sur l'humain, bien sûr, là, c'est pas vraiment ma job de vous décrire ça, mais en prévention, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en prévention primaire, secondaire, tertiaire, sur l'humain, bien sûr. Et ce qui fait dire, en fin de compte, que la surveillance de tous ces gens-là, la surveillance à travers la modification de l'architecture, puis la prise d'informations, la collecte, puis l'analyse d'informations, fait que la surveillance, c'est un mode de distribution du contrôle. C'est-à-dire que vous avez un contrôle social. Bon, on s'entend, même le contrôle, ça s'appliquerait au contrôle social primaire aussi. C'est sûr que vos parents, si vous ne surveillez pas, ne peuvent pas vous contrôler. Mais dans le cas des surveillances du contrôle secondaire, ou même des autres, en fait, tous les contrôles dont on a parlé tantôt, c'est les interventions dont on parlait tantôt sur l'humain, j'allais dire le décor, mais c'est pas juste un décor quand ça vous oblige à faire certaines choses, sur l'architecture. Ces interventions-là de contrôle social sont distribuées à l'aide de surveillance. C'est-à-dire qu'on surveille, puis ensuite on sait qui contrôler. Troisième notion dont il va être question, c'est la notion de risque. Ça, évidemment, on pourrait faire plusieurs cours juste sur le risque, là, mais juste pour y aller très rapidement, il n'est pas question, il ne m'intéresse pas tant que ça de juste penser au risque au sens où on en parle souvent qu'on est dans une société où on a une tolérance plus faible au risque, on fait le ménage des jeux d'enfants dans les parcs, là, faut plus qu'il y ait des jeux dangereux comme les anciens tourniquets, là. Ça, on aimait ça quand on était petits, sauf qu'évidemment, il y en a toujours un qui part à voler du tourniquet, puis qui se pète la face dans la balançoire. Et donc, bref, il n'y en a plus de ça. Et donc, on est de plus en plus dans un monde de bubble wrap, là. Ça, je pense que c'est une réalité d'aujourd'hui, mais c'est pas vraiment de ça que je veux vous parler. Je peux peut-être le risque de façon peut-être un peu moins profane, puis un peu plus scientifique. En scientifique, là, on s'entend, là, on va le mettre en gros guillemets, mais une façon de concevoir le risque, surtout quand on parle de sécurité puis de prévention, évidemment, il y a une définition bien particulière du risque qui est formé de deux concepts super importants. Un, super facile à comprendre, la probabilité, donc juste les chances mathématiques que quelque chose arrive. Des fois, c'est pas si mathématique que ça. Des fois, il faut faire un guess. Hein? Donc, des fois, c'est le nez qui... on y va au pif, là. Mais, donc, vous pouvez avoir cette probabilité-là sous 3 ou 4 ou 5, en fait. Bref, la façon la plus simple de le faire, c'est peut-être en 3 différents niveaux de probabilité, quelque chose qui est très, très probable jusqu'à quelque chose qui est très peu probable. Et vous avez le deuxième élément de cette notion-là de risque, qui est la notion de gravité. Est-ce que si la chose arrive en réalité, est-ce que les conséquences de cet incident-là sont grave ou peu grave. Donc, ça vous fait une belle petite matrice que je vous ai mis en couleur. Bon, c'est sûr que ce que vous voyez là en bas à droite, là, le casier faible gravité, faible probabilité, ça fera pas des grosses, on va pas dépenser des grosses sommes là-dessus pour s'assurer que ça n'arrive pas, bien sûr, et à l'opposé, quand on a quelque chose qui est de haute gravité et de haute probabilité, bien sûr que là, ça va être notre priorité numéro 1 de s'attaquer à ça si on veut avoir une intervention de sécurité, de prévention surtout. Évidemment, si c'est une haute gravité, on aimerait mieux que ça n'arrive pas du tout. Donc, c'est là qu'on va dépenser un maximum d'efforts, pas nécessairement d'argent, mais d'efforts certainement, pour essayer d'enrayer ça. Là où ça accroche, bien sûr, c'est dans la zone jaune. Comment est-ce qu'on fait? C'est sûr que si on a une infinité de ressources, là, ça c'est super, on n'a pas de problème dans ce temps. Une infinité de ressources, on s'occupe de tout. Mais il n'y a personne qui a des ressources infinies à dévouer à la prévention, donc c'est toujours un compromis. On fait un compromis, c'est un trade-off. Qu'est-ce que ça coûte versus qu'est-ce qui est important de couvrir, puis le reste, on le laisse à la chance, puis au pire, si ça arrive, on se relève, puis on répare, puis ça sera ça. Donc, bref,
Parce que, comme vous pouvez vous imaginer, les choses de faible gravité, faible probabilité, c'est quand même rare, mais ce qui est encore plus rare, c'est haute probabilité, haute gravité, haute probabilité. Ça c'est ultra rare, ça arrive à peu près jamais. Fait que c'est surtout, vous vous retrouvez plutôt dans les tons de gris entre les deux, ou dans les jaunes. Et dans les jaunes, là, il y a beaucoup de subjectivité, beaucoup de choix qui sont idéologiques, si on veut. Est-ce qu'on est plus ou moins tolérant au risque va avoir une influence importante sur la quantité de ressources qu'on est prêt à dévouer à la zone jaune. Quatrième et dernière, si je ne m'abuse, la notion de sécurité. Encore, ça, c'est extrêmement complexe comme notion. Ça a l'air super simple. Ben oui, sécurité, c'est bien évident. Ça veut dire que je me fais pas attaquer aujourd'hui, donc je suis en sécurité. Ouais, mais si tu vas attaquer demain, est-ce que tu étais en sécurité aujourd'hui? Ah, ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas si simple que ça. La sécurité, là, le problème, je vous ai mis une banane, c'est le fun. Des fois, je mets une pomme, des fois, je mets une brique. Là, vous êtes tombé sur la banane aujourd'hui. La sécurité, c'est pas un objet. Une banane, vous voulez une banane, vous allez chez votre IGA, vous trouvez le comptoir des bananes, le display des bananes, vous prenez une banane, puis vous avez une banane, vous payez le prix, puis vous avez, bon, c'est super simple à comprendre, c'est un objet, vous payez, vous l'échangez, les règles de ça sont quand même simples. La sécurité, c'est pas par tout de même, malheureusement. La sécurité, c'est pas du tout une banane, c'est pas un objet, c'est plutôt l'absence de quelque chose, la sécurité, hein? C'est l'absence d'un nexus de vulnérabilité et de menace. Il faut qu'il y ait les deux. Si vous avez des vulnérabilités, mais vous n'avez pas de menace, bah, finalement, c'est pas très très grave. C'est comme la fameuse histoire d'Hydro-Québec qui s'était fait attraper un peu les culottes à terre là, en 2005, 2006, 2007, dans ce coin-là. Oui, des journalistes de Radio-Canada s'étaient introduits dans leurs installations, carrément à l'intérieur des installations, pas juste à l'intérieur des terrains, mais à l'intérieur des installations en tant que telles, des installations de génération d'électricité dans le nord du Québec. Parce qu'en fait, quand tout était ouvert, les portes grillagées qui mènent sur le terrain sont ouvertes, donc carrément, pas juste débarrées, mais ouvertes. les portes qui mènent dans les différentes bâtisses sont fermées, mais sont pas barrées. Donc, on tourne la porte, puis on rentre, puis là, Christian Latreille qui se promène avec sa caméra là-dedans. Bon. Évidemment, là, ça a été un méga scandale, puis Hydro-Québec a dépensé des millions et des millions de dollars pour sécuriser ces affaires-là, mais en fin de compte, un expert en sécurité se serait dit, ouais, OK, il y a clairement une vulnérabilité. Quelqu'un a oublié de fermer les portes. Je sais pas si ça vaut des millions de dollars, un cadenas chez Canadian Tire, mais bon, bref. Ce qu'il n'y a pas, par exemple, c'est une menace. Il n'y a pas de menace. Il y a des caribous qui peuvent entrer et se promener, mais c'est tout. Ça ne menace pas le fonctionnement de cette installation-là en aucun cas. Donc, oui, il y a une vulnérabilité évidente. Puis, si on s'imagine dans notre tête, qu'est-ce qui pourrait arriver avec cette vulnérabilité-là? Ouais, on se voit tout de suite des terroristes avec des caisses de dynamite, là. Mais si ces terroristes-là n'existent pas, puis il n'y en a pas eu jusqu'à ce moment-là, puis il n'y en a pas eu depuis non plus, ben, on peut dire que, ouais, il y a une vulnérabilité, mais sans menace qui va avec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité? Est-ce que c'est juste l'absence de ces choses-là? Ben, si c'est juste l'absence, on peut dire, bon, on est en parfaite sécurité, mais alors pourquoi est-ce qu'on a dépensé des millions et des millions de dollars? Ben, c'est parce que des gens ont dit oui, mais finalement, il y a une grosse vulnérabilité, même s'il n'y a pas de menace, mais il y a peut-être une menace, parce que dans le fond, il y a Al-Qaïda qui a dit que le Canada serait dans les cibles, blablabla. Et donc, ça finit plus, ce genre de questions-là. Et finalement, on s'éloigne de plus en plus de la banane. C'est là que je veux en venir, c'est que finalement, c'est vraiment beaucoup moins clair que ça n'a l'air. C'est quoi la sécurité? Bon, parlons un peu des fameux contextes. On va y aller vite là-dessus parce que c'est là que ça va être peut-être un peu plus terroriste, j'allais dire un peu plus théorique que le début. Premier élément de contexte qu'il faut peut-être explorer un petit peu, c'est la fameuse notion de société du risque. Là, souvenez-vous du petit monsieur dans son bubble wrap là, qui s'en va jouer au hockey. Ou au baseball, je me souviens plus déjà. C'est pas tout à fait ça. Ulrich Beck, il dit pas... Ça, c'est Ulrich Beck, là, un petit monsieur qui est là.
le monsieur à droite, le monsieur à gauche, c'est moi. Et donc, Ulrich Beck parle de société du risque. Est-ce qu'il dit qu'on est moins tolérant au risque qu'avant? Peut-être, mais c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la façon dont on conçoit le risque est différente d'avant. On a toujours parlé de risque, bien sûr, là. On s'est attaqué à des choses qui étaient plus ou moins risquées depuis, bon, le monsieur qui a inventé les assurances pour assurer des bateaux, des bateaux cargo, probablement au 17e siècle. Peut-être même avant, il faudrait voir. Donc, Lloyd's, la fondation de Lloyd's Assurance à Londres, qui servait, c'est ça qu'il faisait. Ça doit dater du 17e, peut-être même avant. Donc, la notion de risque existe. Mais la notion de risque aujourd'hui, c'est un risque réflexif, dit Beck. C'est un risque. Il y a plusieurs caractéristiques, mais une super importante caractéristique, c'est certainement que. Puis là, vous voyez, pourquoi? Là, ils se demandent, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça qu'on voit derrière? Ça n'a pas rapport avec la criminologie? Non, effectivement. Ça a rapport avec le risque. Et ça nous dit que le risque, dans ce cas-ci, le risque lié à la pollution, par exemple, le risque est en fait un sous-produit de nos activités. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est notre faute. C'est nous autres qui génèrent le risque. Puis, malheureusement, quand on arrive avec des stratégies ou des techniques ou des technologies pour essayer de contrer, de contrôler, de mitiger, etc., ce risque-là, ben, souvent, on fait sortir des nouveaux risques à la place. Donc, on a un risque qui est tout le temps généré, qui s'ajoute tout le temps. Et on n'est pas capable vraiment on sera jamais capable d'avoir peu de risques, pas juste parce que peu de risques, c'est la classique risque zéro étant impossible, mais le fait est que c'est notre faute. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, on génère des nouveaux risques. Donc ça, c'est super important parce que quand on va essayer de parler de gestion des risques en sécurité, de prévention, etc., faut pas oublier que la plupart, sinon toutes, en fait, je dis la plupart parce que je veux pas, probablement que j'oublie quelque chose quelque part, là, mais tout ce à quoi je peux penser maintenant, toutes ces techniques-là de prévention ont toutes un côté générateur de risque également en même temps. Et donc, si vous oubliez ça dans vos calculs, ça va mal aller parce que vous pensez que vous faites une action anti-risque qui est elle-même neutre, mais en fait, elle est anti-risque A, mais elle génère risque B, C, D. Donc, il faut vraiment tenir compte de l'ensemble. Il faut avoir une vue un peu plus holiste de cette affaire. OK, deuxième chose, la numérisation du quotidien. Hein, c'est super important quand on parle de surveillance, bien sûr, la quantité de traces numériques qu'on laisse qu'on laisse derrière nous quand on fait à peu près n'importe quoi. Ben là, vous êtes en train d'écouter le petit vidéo que je suis en train de faire là, ben vous laissez plein de traces numériques. Vous êtes peut-être passé par l'Université Laval, par le portail, etc. Quoi que vous faites sur le portail de l'Université Laval, c'est tout enregistré, tout ça. Si vous êtes ben là, évidemment, avec la COVID, moins, mais quand on est sur le campus, puis quand vous vous connectez avec le Wi-Fi du campus, ben le Wi-Fi du campus, là, toutes les adresses que vous consultez s'en vont sur un serveur ADTI, puis avec votre adresse IP du moment, on peut savoir où est-ce que vous êtes allé pendant la journée. Puis on regarde ça, je sais pas combien, parce qu'ils veulent pas nous le dire, mais on y garde. Puis quand quand quelqu'un, il vérifie pas, il n'y a pas quelqu'un qui regarde tout ça, là. Ça prendrait une armée de gens pour regarder ça. Mais c'est quelque part dans le frigidaire. Si quelqu'un veut consulter un jour, hey, cette adresse IP-là, là, qu'est-ce qu'ils ont visité ce jour-là, ou vice-versa. Hey, moi, j'ai tel site, j'aimerais savoir qui est venu visiter ce site-là à telle date, ou puis telle date, puis telle date. Ben, ils peuvent faire une demande, puis la DTI va aller le chercher. Donc, cette information-là reste là. Vous êtes pisté à travers vos activités bien ordinaires. Quand vous prenez des photos, voilà, vous voyez, le téléphone Nexus, ça montre son âge un peu, mais quand vous prenez des photos, il y a dans la photo des données EXIF. Les données EXIF, c'est une photo qui donne, c'est des données qui parlent de, c'est des métadonnées sur la photo, sur la prise de la photo. Il peut y avoir là-dedans votre nom, il peut y avoir là-dedans, bon, bien sûr, il y a tout le modèle de la caméra, puis les caractéristiques de la photo elle-même. Mais il y a aussi, souvent, pas nécessairement, mais souvent, les données GPS, donc l'endroit exact où la photo a été prise. Ensuite, bien sûr, quand vous utilisez vos cartes, peu importe de quelle manière,
PayPass avec vos téléphones, bien sûr. Toutes ces choses-là laissent des traces numériques également. Mais aussi vos déplacements. Ça, c'est une caméra qui enregistre les plaques d'immatriculation. Et donc, les plaques d'immatriculation qui passent à un certain endroit, à un certain moment, on les enregistre également dans une banque de données. On peut savoir, on peut connaître les déplacements des gens, etc., etc., etc. Si je commence à vous donner des exemples de ça, on passe les prochains 3 jours à faire l'inventaire des endroits où vous laissez des traces numériques. Donc, ça, ces traces numériques-là, bien évidemment, sont décentralisées. C'est sûr que l'endroit où ils gardent notre numéro de plaque d'immatriculation, c'est pas le même endroit où ils gardent les adresses IP que vous avez visitées quand vous étiez sur le campus. Bon, déjà, c'est peut-être un peu moins pire, parce que si ça s'en allait tout en même place, ben là, on pourrait faire un énorme profil de tout ce que vous faites dans votre vie, jusqu'à dans les moindres détails. Là, ça tend à être décentralisé en général, bien sûr, parce qu'il y a moyen de décentraliser tout ça si on veut absolument s'y mettre. Dernière chose super importante, dernier élément de contexte, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e, je pense que c'est le 3e, capitalisme de surveillance. Oh, ok, c'est ça cette affaire-là. On est dans une nouvelle forme de capitalisme. Vous avez déjà entendu dire que le nouvel or noir, c'est plus le pétrole, l'or noir. Le nouvel or noir, c'est l'information. Donc, on a des puits d'information, puis on exploite des puits d'information. On extrait l'information, on la transforme, comme pour le pétrole, puis on la revend à des consommateurs. Et ces consommateurs-là sont, bon, évidemment, bien sûr, des grandes corporations, mais ça peut être, ça va jusqu'à beaucoup plus petit comme consommateur. En fait, vous-même, comme consommateur, vous pouvez vous transformer en consommateur d'informations dans le capitalisme de surveillance. Si vous décidez de mettre une annonce sur Facebook tantôt, vous pouvez utiliser les capacités de Facebook de cibler votre annonce vers certaines populations. Et donc, c'est la manière que Facebook a obtenu ça, ben c'est ça, c'est le capitalisme de surveillance. Facebook ramasse des quantités énormes d'informations et monétise ces informations-là, donc transforme l'information en argent. Et la façon qu'elle transforme en argent, ben, c'est quand vous-même, je sais pas si vous faites ça souvent, mais si je parle pas d'une annonce sur Marketplace, là, une annonce Facebook ciblée que vous voulez pour un événement ou peu importe, là. Et cette annonce-là, vous voyez, il y a plein de facteurs. J'ai déjà fait souvent en tant que directeur de centre. Là, on a des informations à faire passer à des gens. On a des événements des fois à annoncer, etc. Et quand on rentre là-dedans, ben, on s'aperçoit qu'il y a énormément de facteurs de sélection qu'on peut choisir pour cibler de façon supposément efficace. Est-ce que c'est efficace? Encore une autre question. Mais c'est pas tant l'efficacité qui nous intéresse aujourd'hui que le fait que cette information-là est massivement collectée. Pourquoi est-ce qu'elle est collectée? Pour collecter par curiosité, là, ou comme au début, je pensais que c'était ça au début. On disait l'information qu'on collecte. Ça sert à rien, en fin de compte, c'est juste comme un sous-produit du service, du bien qu'on est en train de vendre. Mais là, on s'est aperçu assez vite, là, ça doit faire 20 ans facile qu'on s'est aperçu de ça, qu'en fait, compte cette information-là, elle a une valeur en soi. Pas beaucoup de valeur pour chaque personne, mais quand on commence à mettre des énormes populations ensemble, ça fait beaucoup de valeur. Bon, des types de surveillance. Premier type de surveillance, la surveillance visuelle, ce qui est le plus évident, puis c'est probablement ça à quoi on pense quand on pense à surveillance, et c'est ça qui est le plus répandu. Puis là, je mets des technologies, mais en fin de compte, la surveillance visuelle, ça peut être avec les yeux. Hein, quelqu'un peut vous regarder, puis prendre note de ce que vous faites, ou appeler quelqu'un pour leur dire ce que vous avez fait. Ça peut être des gens qui sont dans les forces de l'ordre, qui vous regardent, mais ça peut juste être un citoyen ordinaire à qui on pourra poser une question. Qu'est-ce qu'il faisait un tel à ce moment-là? Puis vous allez être capable de répondre parce que vous l'avez vu de vos yeux vus. Mais bien sûr, là aujourd'hui, bon, on parle plus de technologie, donc les technologies de surveillance, je pense, les plus répandues facilement, là, certainement celles qui sont les plus visibles dans notre environnement. Si jamais vous pouvez vous promener sur le campus encore bientôt, vous allez remarquer que l'Université Laval ne fait pas exception. C'est tout plein de caméras tout partout. Si vous prenez l'autobus, justement,
pas besoin de le prendre. Les deux photos de droite sont des photos de caméras installées dans les autobus 800 et 801 à Québec. Et il y a 7 caméras dans ces autobus-là. Puis si vous voyez, je sais pas si vous voyez ma souris, mais si vous voyez ce petit machin-là ici, en tout cas, si vous ne le voyez pas, c'est la plaque noire qui se situe, qui fait comme un triangle avec les deux caméras dans la photo d'en bas. Ça, c'est un micro, donc c'est pas juste du visuel, là, on écoute aussi ce qui se passe. Donc la surveillance-là, bien sûr, c'est celle qui va... On va revenir là-dessus pour voir si est-ce que ça marche, mais en fin de compte, ça marche pas. Deuxième type de surveillance super important à concevoir, c'est la surveillance que j'appelle massive, ou la surveillance diffuse. Donc, la surveillance des énormes filets dans lesquels tous les poissons passent. Puis, il y en a qui passent mieux que d'autres, là. C'est sûr qu'il y en a qui se font arrêter dans le filet, mais grosso modo, la surveillance massive, c'est la surveillance qui détecte des patterns, des actions prédéterminées, préidentifiées, mais à travers une population au complet. C'est pas facile à faire de façon visuelle. Ça se peut si on multiplie énormément les caméras. En Amérique du Nord, on n'est pas encore là, mais il y a d'autres endroits dans le monde où c'est déjà le cas. Mais un exemple qui est déjà déployé chez nous, c'est la surveillance massive des flux d'informations. Donc, quand vous allez sur Internet et vous téléchargez ou vous uploadez quelque chose, ça passe à travers un paquet de différents bidules informatiques, des routeurs, des switches, etc. Et puis, ça se retrouve sur un serveur éventuellement. Mais à travers tout ça, il y a un paquet d'autres bidules qu'on appelle ce qu'on appelle les packet sniffers ou des Deep Packet Inspection Appliance. Donc, des choses, il y en a un ici, un rack, là, qui peut surveiller plusieurs millions d'usagers en même temps dans leur déplacement sur Internet pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de downloader. Est-ce qu'ils sont en train de downloader? On pourrait faire une liste de choses interdites, puis dire non, vous ne pouvez pas downloader ces choses-là, et donc ils sont automatiquement stoppés, sont filtrés, et bien sûr, comme sous-effet ou effet secondaire, on peut aussi placer votre nom sur la liste des gens qui ont downloadé ces choses-là. Donc ça, c'est surveillance, le filet maximal. Ensuite, la typologie continue, mais c'est pas des types qui sont tous équivalents. C'est parce que je compresse au maximum les concepts qu'on essaie de voir. La surveillance institutionnelle. La surveillance institutionnelle, ça passe par un paquet de canaux différents, dont la rédaction de rapports, que ce soit un rapport... quand vous pensez, en tant que criminologue, que vous faites un rapport sur un client, donc un jeune contrevenant ou peu importe, un contrevenant adulte, vous utilisez le logiciel qui vous a été fourni, que vous devez utiliser pour faire l'évaluation de cette personne-là. Là, vous pensez que vous êtes en train de surveiller cette personne-là, vous autres. Là. Puis effectivement, vous faites ça, c'est sûr. Mais en même temps, ce logiciel-là vous surveille, vous. Et vos administrateurs, vos gestionnaires, vous surveillent, vous, à travers votre usage de ce logiciel-là. Même chose pour les policiers. Les policiers vont surveiller plein d'affaires. Ils vont cliquer des petites affaires sur leur terminal. Ils vont avoir des caméras ici et là. Mais tous leurs usages de tous ces bidules-là de surveillance, évidemment, ils sont logués pendant qu'ils font ça. Donc, on peut voir ce qu'ils sont en train de faire. On peut voir s'ils sont productifs. On peut voir s'ils font des bonnes choses. On n'est pas en train de checker leur ex sur le CPIC pour voir si... Il y a commis un crime, ou une nouvelle fille ou un nouveau chum qui ont petit potentiel, puis regarde sur le CP pour voir si c'est une bonne personne, ce qui est hautement illégal. Mais même les choses qui sont au niveau de la prestation de travail. Donc, est-ce que le policier qui est là est en train de remplir la prestation de travail pour laquelle, en fait, compte, il est payé? Donc, les surveillances institutionnelles, même ceux qui sont en train de surveiller, sont sous haute surveillance eux autres mêmes. Okay? C'est super important de concevoir ça comme il faut. Puis, finalement, la surveillance, on pourrait dire aujourd'hui, une grande partie de la surveillance, c'est de la surveillance IKEA. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est la surveillance IKEA? C'est parce qu'en fait, il y a une énorme portion, puis là, c'est difficile de mettre
un chiffre mathématique là-dessus, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas c'est quoi le total de la surveillance. Donc, si on n'a pas les dénominateurs, ça va être dur d'avoir le numérateur. Mais il y a un énorme paquet de la surveillance dont vous faites l'objet, qui est mis en place par vous-même. Et donc, vous remplissez vous-même un paquet de cases d'informations à votre propre sujet. Pour donner l'exemple le plus évident, mais c'est loin d'être le seul, et sur Facebook, quand vous remplissez de l'information, quand vous communiquez avec des gens, quand vous taguez des gens, quand vous likez des affaires, quand vous j'allais dire retweetez, mais ça s'applique à Twitter aussi, quand vous republiez des choses sur Facebook, quand vous interagissez avec certaines vidéos, puis pas avec d'autres, etc., etc., ben en fait, bon, c'est sûr que si vous écrivez en toutes lettres votre adresse, votre numéro de téléphone, où est-ce que vous avez étudié, votre statut personnel, marital, etc., etc., vous remplissez toutes ces informations-là. Là, vous êtes bien conscient d'être en train de mettre de l'information dans la machine, là. Mais tout ce que vous faites sur Facebook, que j'ai nommé tantôt, ben, toutes ces choses-là constituent une énorme banque d'informations à votre sujet qui aide ensuite Facebook à vous cibler pour toutes sortes de campagnes de marketing, d'information, de désinformation, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit la IKEA-veillance, la surveillance IKEA, ça veut dire que vous prenez tous les morceaux puis vous construisez votre propre petit appareil de surveillance qui va ensuite être utilisé pour vous mesurer en temps réel. Et en fin de compte, tout ça, si on élève ça à un niveau un peu plus haut, parce que jusqu'à date, on avait l'impression que c'était des personnes qui surveillaient. Et quand c'était des machines, ben oui, il y avait la machine de Deep Packet Inspection, mais tu sais, ça c'est un filtre quand même assez simple. Si elle reconnaît un packet, elle dit non, puis elle reconnaît un autre packet, elle dit oui. Pas trop compliqué. Les autres, c'est des gestionnaires, c'est des employés, c'est des personnes, c'est des gens qui regardent ce qui se passe à la caméra. Ou c'est peut-être juste un enregistrement massif de tout ça pour que peut-être, si on a besoin, demain, après-demain, l'année prochaine, on puisse aller ouvrir le frigidaire et voir ce qu'on a gardé là-dedans les 12 derniers mois. Mais c'est toujours les personnes. À partir de... Ben, je dirais que ça fait déjà un bon 5 ans, mais plus. Mais on est vers une accélération hyper prononcée de ces processus-là. L'adoption de surveillance qu'on pourrait dire algorithmique. C'est ce qu'on appelle, ça commence avec, évidemment, l'exploitation de données massives. Ou, data mining, en fait, pour parler en français, là. Donc, l'exploitation de données massives, c'est quoi? C'est que on a de plus en plus de données, je l'ai dit, ça fait plusieurs fois, mais ça vaut la peine de le répéter. Puis j'ai dit tantôt, hein, on ramasse tellement d'informations sur les adresses IP visitées que finalement personne ne regarde ça. Ouais, c'est vrai. Et donc, ce que ça veut dire qu'on est en train de construire des banques de données tellement énormes qu'en fin de compte, on ne peut pas les utiliser parce qu'il n'y a personne qui a le temps de regarder ça. Ou il faudrait engager 1 million de personnes pour exploiter ces données-là. Mais non, on n'a pas besoin. On a besoin juste d'algorithmes. Les algorithmes qui vont... Je ne veux pas dire intelligence artificielle parce que c'est galvaudé, puis je veux dire, bref, ça peut vouloir dire bien des choses pour différentes personnes, là, mais c'est des agents automatisés d'exploration des données, d'exploitation des données, qui vont aller faire le ménage là-dedans, puis dire qu'est-ce qui est important, où est-ce qu'il y a une corrélation avec quoi, qu'est-ce qui a l'air d'être la même personne, même si c'est anonymisé, puis on peut désanonymiser pour dire, ben voici le profil, ça on va faire rentrer ça dans le profil de M. X. Et donc vous avez une multiplication sans précédent d'agents automatisés qui servent à faire de la surveillance maintenant. Donc, surveillance algorithmique qui va mettre à profit des banques de données de toutes. Que ce soit la reconnaissance du visage sur des caméras, reconnaissance des plaques d'immatriculation dont j'ai parlé tantôt, vos déplacements sur la carte, vos likes, les statistiques de Statistique Canada du recensement, les statistiques sur le statut socio-économique des gens dans chaque code postal, etc., etc. Bien sûr, vos achats,
Là, j'ai mis Amazon, mais c'est achats un peu partout maintenant. Là. Et donc, on peut facilement lâcher l'os des agents là-dedans. Puis même si ces banques-là sont pas centralisées, tout au même endroit, c'est pas grave, parce que l'agent, lui, il peut se multiplier à l'infini, puis se rencontrer sur un autre serveur, puis dire, voici ce que j'ai trouvé. Puis là, là, tu retournes, puis là, va chercher telle autre affaire. Puis là, ça continue comme ça. C'est comme des personnes. Mais c'est pas des personnes, c'est pas une vraie intelligence au sens où c'est une intelligence qui est consciente d'elle-même puis qui réfléchit, etc. Non, c'est juste un outil. Mais c'est un outil dont les capacités sont pas encadrées. On donne un objectif, mais les capacités sont très peu encadrées. C'est pas comme un tournevis. Un tournevis plat, il va dans la vis plate. Un tournevis étoile, il va dans la vis Phillips. Puis bon, etc. Ça, c'est correct, on voit l'outil, puis il y a une fonction. Bon, c'est sûr qu'on peut fesser sur quelque chose avec un tournevis. Bon, mais grosso modo, ça a une fonction assez précise. L'algorithme, lui, surtout avec le deep learning, ça veut dire que l'algorithme peut se changer lui-même. Donc, il y a des portions de l'algorithme qui peuvent être changées par l'algorithme pour s'adapter à la réalité. Et donc, on est dans un endroit où, finalement, OK, il pense pas, mais bien juste. OK? Mais c'est pas l'importance qu'il pense ou qu'il pense pas. On lui a quand même donné un objectif. Voici, tu vas aller chercher du data sur des personnes pour faire la prévention de quelque chose. On va en parler tantôt. En policing, c'est de plus en plus à la mode d'utiliser un HunchLab, PredPol ou tout un paquet. Il y a une multiplication de ces outils-là maintenant qui vont essayer de cruncher ce data-là puis essayer de te trouver des endroits, par exemple, essayer de prévoir où la criminalité va se dérouler avec des résultats hautement variables pour le moment, mais je pense que comme on est dans le babubi-bobu de toute l'affaire, on est loin d'abandonner ça. Bon, maintenant, les paradigmes. J'avais annoncé qu'on parlerait de paradigmes. Les paradigmes, c'est tout un mot, tout ça. Mais je pense que fondamentalement, ce qu'il faut vraiment penser, c'est que quand on utilise, et surtout dans le cas de la prévision algorithmique, dont la surveillance, quand la surveillance produit du big data, puis qu'on peut utiliser ce big data-là pour faire de la prévision ou de l'analyse massive de ces données-là, on se retrouve dans un paradigme qui est plus vraiment criminologique. C'est ça, je pense, qui est le think home de tout ça, là. La criminologie, elle procède en essayant de comprendre. Okay? On va essayer de comprendre les choses. Pourquoi telle variable est associée à telle variable? Bon, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une corrélation, mais bon, y a-t-il une logique, une théorie qui explique pourquoi celle-là est la cause, puis celle-là, c'est l'effet? Bon, on peut vérifier toutes sortes d'affaires, entre autres la chronologie, bien sûr. Si la cause arrive après l'effet, il n'y a pas bien de chance que ce soit une cause. Mais bref, on a cette volonté-là de réfléchir, de comprendre, d'élaborer des théories. Puis après ça, le processus scientifique standard qu'on utilise, c'est d'aller voir si ces théories-là peuvent donner lieu à des hypothèses particulières, puis après ça, d'aller tester ces hypothèses-là sur le terrain. Puis, on peut dire aussi, ça c'est de la déduction, là. On peut avoir le modèle d'induction aussi. Il y en a qui disent, surtout en métaux quali, des fois on fait référence à l'induction parce qu'on dit, non, on va faire le moins d'hypothèses possible pour pas arriver là biaisé. Okay? Parce que si on arrive là biaisé avec les lunettes rouges, tout va avoir l'air rouge. Puis si on arrive biaisé avec les lunettes bleues, tout va avoir l'air bleu. Alors qu'on veut savoir la vraie couleur, c'est quoi. Donc, on va essayer de se mettre de lunettes en partant. Et on va appeler ça de l'induction. Mais pas vraiment de l'induction pareil, parce qu'il y a quand même un paquet de décisions théoriques qui ont été faites avant que tu arrives là. C'est juste qu'on les tient au minimum. Et donc, il y a quand même tout un paquet de déductions et d'hypothèses qui vont être testées sur le terrain pareil. Le shift, c'est lequel? Le shift, c'est avec l'algorithme, on n'a plus besoin de comprendre. C'est pas nécessaire. On va juste chercher des corrélations, puis on va juste faire des profils, puis on va juste faire de l'analyse actuarielle. Le reste, c'est pas important. On n'a pas besoin de comprendre. Tout ce qu'on veut savoir, on veut pas savoir pourquoi. On veut juste savoir, il est où le crime? C'est qui va récidiver? Ou c'est qui va commettre un crime cette semaine? Un coup qu'on sait ça, on n'a pas besoin du reste. Puis qu'est-ce que ça veut dire en prévention en particulier? Voici, je vous montre deux vidéos. Un vrai, puis un faux, parce qu'on n'est pas rendu tout à fait... On n'est pas rendu tout à fait là. Donc, le deuxième, il est plutôt faux que vrai.
Et même très très faux en fait. Mais le premier est vrai. Donc on commence par le premier. Is very apparent is to put a fence around your property. Mark, we're talking about securing your property. One of the ways, obviously, it's very apparent is to put a fence around your property, front, back, sides, whatever you feel led by the spirit to do, if you will. Here's an example of in a commercial atmosphere of truly making your business secure and a hard target, if you will. Well over 6 foot fence. It's metal. They have a phenomenal gate locking mechanism with a huge padlock on it. I don't know if we need to go that extreme in a residential setting. However, they're hitting all the high points. They have the fence properly installed. It's secured very well at the base. It has a fantastic locking mechanism on the gate itself as well as a padlock. Some people may come to you and say, I'm concerned about getting out of my backyard if there was an event of a fire or something to that effect. Well, with crime prevention through environmental design, we want to protect that property, obviously. Right. So that would leave you the means of putting in a keyed lock or a combination lock, something to that effect. I'm a fan of combination locks. Something you can't lose something to other than the combination, but usually most people remember something to that effect. Now, this is a pretty intense fence. Obviously, you said it's something for more of a commercial setting. Correct. And not something you're going to find in a residential setting. Most likely not, yeah. A fence doesn't have to be that large or that impregnable, really. It's about a psychological thing, right? Exactly. They call it a line of determination. That both goes in CPTED, the crime prevention through environmental design, as well as the criminal aspect of it. It's basically putting that line in the sand, if you will. Something as simple as a line in the sand. A 2 foot fence, a 4 foot fence, a 6 foot fence. It gives you that perception of this is my home, this is my business, this is where my property is. So for homeowners, you don't need to go out and spend or think you need to spend a lot of money on a fence like this. If you can go out there and even if it's 2-3 foot tall, it's something that will help. Exactly. It's definitely beginning to get into that CPTED mindset. You're setting up your boundaries in a sense, and that's one of the big things we talk about in CPTED with anything, with landscaping, with lighting, with entryways, blind corners. It's all about boundaries in a sense. So yes, most definitely, like you said, if it's a 2 foot fence, it's starting that whole mindset. Bon, donc ça c'est notre première vidéo. Première vidéo, c'est le monsieur policier qui est un expert. Et qui va faire, c'est un audit de sécurité, si on veut, c'est à peu près ça. Là. Il va faire le tour de la propriété, puis il va essayer de voir est-ce qu'il y a toutes les vulnérabilités, avec en tête, c'est quoi les menaces d'habitude. Ben, c'est plus que juste dans sa tête, il les invente pas. Il les voit, c'est un policier, il sait c'est quoi les stats de criminalité dans ce voisinage-là, il sait c'est qui risque de s'attaquer à cette propriété-là. Et donc, il est capable de déduire très facilement quel genre de cible ce genre de personne-là recherche. Puis sa job, c'est de changer l'apparence de la propriété pour que ça soit cette cible-là. Elle devient une autre cible, plus difficile, surtout. C'est surtout ça. Les criminels sont pas des gens très, très vaillants, très travaillants. S'ils l'étaient, ils seraient allés à l'école puis ils auraient de job. Je ne veux pas trop véhiculer de stéréotypes, là, mais mettons que, en général, c'est pas très difficile de rendre un crime un petit peu plus difficile à commettre qu'avant, et maintenant, tu es soudainement protégé. Tu n'as pas besoin d'être blindé toute l'affaire au complet. Tu sais, c'est juste un petit peu plus difficile. Le criminel potentiel verra pas d'opportunité, il va passer à la prochaine place. Et là, comme vous voyez, avec la photo de Tom Cruise, on s'en va ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'en va dans la prévision. Alors, évidemment, la prévision, c'est toute une autre logique. Puis on regarde un petit peu du film. Chief! We got a problem with our location. It's no longer there. Time frame? 13 minutes. Hey, Chief. Investigator from the feds here. Yeah, I don't need some twink from the Fed poking around right now. John, I wrote it down on your calendar. I left you a message at your house. Check in with the papers they had it forwarded. See if the neighbors knew where they went. Check all relations. Checking neighbors and relations? But John... Fletch, just get him some coffee. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me. I got coffee, thank you. Danny Whitmer, twink from the Fed. Whoops, got him. Sorry, Danny, I'm gonna have to give you the full tour some other time. The Marks moved a couple of weeks ago. Nobody knows where, still searching for family and employer. Time horizon, 12 minutes.
All right, what he's doing now we call scrubbing the image, looking for clues as to where the murder's gonna happen. Original running bond brick pattern, streamlined early Georgian details. The brick has been repointed. And that this nation? This nation. Under God. Under God. Shall not perish from the earth. Shall not perish from the earth. Victims are pronounced here, killers here. Beyond that, the date of the crime, all we have to run on are the images that they produce. Show a cop on horseback. Near the Capitol? No maglev system. Come on. Georgetown. The precogs can see a murder 4 days out. Why the late call? And we call it a red ball. With crimes of passion, there's no premeditation, so they show up late. Most of our scrambles are flash events like this one. We rarely see anything with premeditation anymore. People have gotten the message. Oh, this is good. I show a match with Dwight Kingsley, 18th century architect. He did 24 houses in D.C. Time horizon, 10 minutes. 10 minutes! Look at this kid. And this one he's on the left side of the man in the suit. Yes? So? This one he's on the right. There you go, Rand. It's a park. Tell me there's only 16 of these old merry-go-rounds left in the city. 2 in Georgetown, 1 in Barnaby Woods, the other's in Woodley. Woodley's all Victorian. It's got to be Barnaby Woods. If on a flight time. Way I drive, 3 minutes after wheels up. Time horizon, 6 minutes. Let's go to bed. Let's do it in here. The bed is soft. I'm soft. Which one is it? Not the bed! Come on, not the bed! I want to feel the bed! Time horizon, 1 minute. Chief, we're catching up to the future. Shut up, Ivana. Jad? Jad? Go ahead. Did he close the front door? What? Did Marks close the front door? On the bed. Negative. The front door is open. The front door is open. Time horizon, 30 seconds. I forgot my glasses. Oh!
know how blind I am without them. Oh, don't cry. Look at me. Look at me. Positive for Howard Marks. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin. Take place today, April 22nd, at 0800 hours, 4 minutes. No, I didn't do anything. Sarah! Give the man his hat. Oh, God. Don't put that halo on me! Sarah! Put your hand on your head. Help me! I wasn't going to do anything! Officer Scott with the Pre-Crime Trauma Response Unit. I want you to just sit here a minute and listen to me. Your husband is being arrested by officers from pre-crime. Oh God, Howard, no. OK, donc, on est dans une prévision du futur. On voit, ben là, c'est au niveau science-fiction, là, bon, des précogs, des gens qui ont des prémonitions de l'avenir, ça se peut pas. Les lois de base de la nature empêchent que les causes, influences, aient des effets avant d'arriver. Donc, tu peux pas avoir une prémonition, OK? Bon, mais c'est pas grave. Les questions qui sont soulevées sont quand même bonnes. C'est quand même intéressant. Mais le film... Bon, OK, enfin, c'est pas une critique de film, là. C'est pas... en tout cas, je suis pas une critique de film, mais l'idée, c'est que on est dans un mode de prévision. Est-ce que Tom Cruise a l'intérêt de savoir pourquoi le monsieur tue sa femme? Il veut tuer sa femme. Ben, d'autres, on le voit un peu, là. Mais lui, il n'a pas besoin de le voir, ce bout-là. Il a juste besoin de savoir c'est quoi son adresse. Okay, le reste, pas important, peut passer complètement, on passe ça dans le tiroir de l'abstraction. Ça n'a aucun effet sur ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas important. Mais là, la prévision algorithmique, elle, ben, c'est pas la prémonition. On n'a pas comme une image magique venue du futur. Mais on a, donc c'est basé essentiellement, quand même, ça reste basé sur le passé, sur une analyse poussée du passé, mais qui vise justement à prévoir le crime beaucoup plus. Là, on n'est pas dans le hotspot, là. Le hotspot, c'est juste de dire, ben là, la semaine dernière, l'autre semaine, tel jour à tel jour, telle heure à telle heure, il y a des endroits qui sont plus à risque que des crimes se déroulent. Mais là, on passe ça une étape beaucoup plus loin que ça. La prévision algorithmique, c'est pas juste de dire d'habitude des crimes ici. La prévision algorithmique, c'est de dire quels sont les facteurs qui se rencontrent demain, jeudi prochain, dimanche prochain, la semaine prochaine, qui font que il va y avoir, appelez ça un hotspot si tu veux, mais c'est pas un hotspot qui est basé sur le passé. Donc, ça se peut très bien que l'endroit qui est imaginé par la machine, imaginé, en tout cas, c'est un bon mot. L'endroit qui est identifié par la machine, en fait, si tu le mets sur la carte des hotspots traditionnels, ben, il n'existe pas. Okay, c'est pas un endroit où il y avait traditionnellement de la criminalité. C'est autre chose. Donc, l'algorithme fait ça. Et ça ressemble à la prémonition, mais ça, bien sûr, pas. La deuxième façon qu'on peut le faire, je vous l'ai mis, c'est le scénario d'Hollywood, c'est qu'on s'imagine plein de scénarios, puis on fait de la prévention selon les scénarios. Quels sont les scénarios que je peux m'imaginer qui pourraient arriver ici? Puis ça, c'est ce qu'on fait surtout dans les... vous vous souvenez de la matrice du risque de tantôt? Vous aviez en haut à gauche, ben, pour vous autres, c'est ce bord-là, vous aviez la case du très probable et très grave. Et ça, évidemment, ça nous fait peur à Moses. Ça, c'est facile. Mais ça arrive tout le temps. C'est pas une grosse... C'est très probable, ça veut dire que c'est déjà arrivé pas mal de fois avant. Donc, on commence à être habitué, on sait où se protéger. Là où ça accroche beaucoup, c'est dans le très peu probable, mais extrêmement grave. Comme, bon, le prototype de ça, c'est l'acte terroriste. L'acte terroriste extrêmement rare, surtout une grosse affaire, là, mais extrêmement dommageable. Même un acte terroriste qui n'a pas tant de dommages que ça, immédiat, donc dans l'immédiat, la bombe n'a pas tant détruit, tant tué, tant blessé.
Mais ça a quand même une répercussion incroyable sur la sécurité des gens. Ça peut avoir une répercussion sur l'économie, sur les échanges internationaux, etc. Blablabla. Bon, donc, on fait face au maximum d'effets, mais probablement au minimum de probabilité. Les crimes terroristes au Canada, la probabilité, c'est... Ben, si vous regardez les statistiques, c'est pas une probabilité, c'est les statistiques du terrorisme, ça aussi autour de 0 chaque année. Donc, OK, bon, bref. Et c'est là qu'on commence à se faire des scénarios, parce qu'on se dit, oui, mais là, la dernière attaque terroriste, on n'a pas rien appris de tout ça. Quand on voit 50 000 vols à l'étalage, on commence à savoir c'est qui les voleurs à l'étalage, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment voler, à quel moment, dans quelles circonstances. Mais les terroristes, on ne le sait pas pantoute, parce que finalement, non seulement c'est extrêmement rare, mais en plus, ils font jamais 2 fois la même affaire. Donc, on est mal parti pour prévoir statistiquement, on est mal parti pour avoir des algorithmes là-dessus. Donc, on se fait des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On dit même qu'après le 11 septembre, pour se protéger d'attaques futures, on a fait appel à des scénaristes d'Hollywood pour leur demander qu'est-ce que vous pensez que les terroristes pourraient faire de méchants. Puis de toute façon, oui, dans les histoires d'Hollywood, dans la bonne vieille série 24, là, que les gens dévoraient en 24 heures pour vrai, là, il y avait toujours un espèce de complot sans queue ni tête, absolument incroyable, hyper alambiqué, élaboré, comme fou. Et donc, on s'est dit, les scénaristes sont bien placés en Moses pour arriver avec des scénarios puis nous dire, c'est où qui sont les risques? Mais c'est parce qu'un scénario, c'est pas un risque, c'est pas partout la même affaire. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous protéger contre des choses qui, selon toute logique, n'arriveront jamais. Mais dans tous les cas, c'est pas de la criminologie. Et donc, c'est là que moi, je me gratte la tête, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait se gratter la tête. On pourrait se gratter la tête vraiment longtemps à savoir est-ce que le mode de prévention, de surveillance puis d'intervention qui s'en viennent dans le futur proche, là, c'est pas dans 20 ans, là. C'est là, on est au seuil, on a le pied sur le seuil. Est-ce que ça va faire disparaître l'expertise criminologique? L'expertise criminologique sera plus utile. Bon, il va y avoir des vieux profs comme moi qui vont faire des projets de recherche criminologique. Ouais, ça c'est sûr, il y en aura toujours. Mais dans l'application, est-ce qu'on va pouvoir avoir juste un paquet de techniciens qui remplissent des formulaires sur un ordinateur pour se faire dire cette personne-là est dangereuse ou pas, puis dans quelle mesure, puis de qu'est-ce qu'elle a besoin pour pas être dangereuse, puis pas besoin d'expertise criminologique. On va avoir des gens qui font de la prévention, mais pas, parce qu'ils vont juste utiliser, en fait, ça va juste être des programmeurs, analystes, qui vont designer des designers de l'algorithme, puis là, il n'y en aura pas tant que ça de ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont faire les plus gros algorithmes, c'est des milliers de lignes de code, puis qui vont les vendre. Il va y avoir une centralisation extrême de ça. On n'aura pas besoin de beaucoup de gens qui font ça non plus. Mais de toute façon, les autres ne connaissent rien à la criminologie, ils s'en fichent. Ça pourrait être des algorithmes sur la vente de souliers, ça ferait pareil. Et tout ce qu'on fait, c'est que là, on donne des nouveaux objectifs à l'agent automatisé. Puis l'agent automatisé va aller chercher il va cruncher des chiffres. Il va faire des millions de corrélations pendant la prochaine heure pour arriver à nous dire c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est qui. Puis le reste, on n'a pas besoin de le comprendre, parce que ce qu'on veut, en fin de compte, ce que la population veut, probablement, c'est pas de la connaissance criminologique. Okay, c'est plate à dire, là. Ce que la population veut, c'est la sécurité. Hein, ils veulent qu'il y ait moins d'agressions, moins de vols, moins de destruction de propriété, moins. Mais comment on arrive à ça? Les moyens sont tous bons, là, à moins que ça viole grossièrement les droits de la personne, mais là, on n'est pas là pantoute, là. Ben, peut-être qu'on pourrait dire, oui, c'est le droit à la vie privée qui est en train de sauter, mais comme c'est surtout la surveillance IKEA, on est mal placé pour dire, ouais, mais là, comment ça, la surveillance que j'ai mise sur pied moi-même de ma propre personne viole mes droits. Ça va être dur, ça va être pas mal difficile à argumenter, mais en tout cas, bref, c'est ça qu'il faut se demander, je pense. Et là-dessus, on se laisse pour la première partie. Première partie du cours sur technologie, surveillance et sécurité. Puis on se revoit dans quelques instants dans la partie numéro 2.